président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Le Sénégal est-il réellement sous la menace des djihadistes? Pourquoi l'influence des confréries s'effrite selon l'étude sur la sécurité dans l'espace CEDEAO? Les droits de l'homme au Sénégal sont-ils réellement en régression? Les 50 ans de l'Union africaine, l'organisation est-elle en phase avec les nouvelles donnes dans le monde? Pour débattre de ces questions d'actualité, Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche 26 mai Babacar Samb, chef du département études persanes à la faculté des lettres de l'UCAD et directeur des laboratoires des études et recherches sur le monde arabo-islamique contemporain, et également Gorgui Ndoye Wade, journaliste indépendant à Genève. Remue Ménage, dimanche 10h-11h sur la RFM avec Alassane Samba Diop. Remue Ménage. Dimanche 26 mai 2013, merci d'être à l'écoute de Remue Ménage qui reçoit donc Babacar Samb. Vous le connaissez, on ne le présente plus aux Sénégalais. Babacar Samb est professeur au département d'arabe à l'UCAD. Gorgui Ndoye Wade, journaliste indépendant installé en Suisse qui travaille beaucoup sur la presse helvétique et la presse nationale là-bas en Suisse. Merci donc monsieur d'avoir accepté notre invitation. Alors, le rapport Amnesty International sur les droits de l'homme au Sénégal, le rapport parent du Sénégal, la polémique enfle. L'Amnesty Sénégal estime que le régime de Macky Sall ne fait pas mieux qu'Abdoulaye Wade. Réplique de la garde des Sceaux, Madame Mimi Touré, qui dit que ce rapport est politique à 80% des propos qui sont tenus dans ce rapport sont à mettre à l'actif de l'ex-régime. Alors, Gorgui Ndoye, quelle analyse peut-on faire de ce rapport d'Amnesty International? Disons qu'un rapport sur les droits humains ne doit pas être pris à la légère. Mais ce que je constate le plus souvent dans nos pays, dans les pays sous-développés, c'est qu'à chaque fois qu'un rapport égratigne les régimes en place, on trouve toujours des alibis pour dire, écoutez, cela ne nous concerne pas, le rapport est politique. Maintenant, je laisserai le soin aux hommes politiques d'avoir le discours politique. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est constant qu'au Sénégal, évidemment, nous vivons dans une démocratie réelle. La liberté de presse, on n'en doute pas. Je pense parfois même qu'on est plus libre ici que dans les pays, en tout cas dans certains pays occidentaux. Mais si l'on prend par exemple ces enfants qui ont été tués pendant les dernières élections, le gouvernement actuel ne peut pas dire ça. Uniquement ça s'est passé lors de l'ancien régime. Qu'est-ce que ce gouvernement a aujourd'hui fait par rapport à cette situation? Alors qu'on a essayé d'indemniser d'autres personnes, rien que sur ce dossier, je pense qu'il est aussi important de faire quelque chose. Une dernière analyse, c'est que aussi, évidemment, les ONG, il faut avoir l'honnêteté de le dire, les ONG vivent de l'extrapolation. Monsieur Babacar Samb, par rapport à cette analyse de ce rapport? Bon, moi, je n'ai pas vu véritablement le rapport. Je ne l'ai pas lu entièrement. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu dans la presse. Et j'ai vu aussi la réaction du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et dans l'ensemble, je crois que le Sénégal, c'est un pays qui a toujours eu un engagement pour la défense des droits de l'homme, le respect des libertés démocratiques, etc. Et que si j'ai compris dans les réactions, le ministre de la Justice a dit il ne faut pas nous assimiler aux autres, c'est-à-dire nous comparer aux autres, c'est-à-dire par rapport à l'ancien régime. Depuis un an, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, si on parle de violation des droits de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que le jugement doit aussi être basé sur des éléments palpables. C'est vrai qu'il y a eu l'affaire du journaliste tchadien qui a été expulsé du Sénégal.
Il y a eu, c'est vrai, les problèmes de l'interdiction de sortie du territoire de certains militants du PDS impliqués dans les affaires. Bon, quant aux violations des droits de l'homme flagrantes, très sincèrement, je n'ai pas encore vu. Je ne parle pas en partisan, mais je pense que c'est plus ou moins calme quand même au niveau des droits de l'homme. Et que le gouvernement avait interdit, c'est vrai, certaines manifestations des partis de l'opposition, que j'ai vu les 2 grandes manifestations réussies du PDS à Dakar et à Mbaké, ou Diourbel, Mbaké. Alors, donc, je pense qu'il faudrait aller dans ce sens, que les libertés démocratiques doivent continuer à s'exprimer, et la presse doit continuer à avoir la liberté, mais c'est à la presse de prendre sa liberté. Et les citoyens, la société civile, etc., je crois que les droits, on doit les arracher à tout gouvernement, quel que soit le type de gouvernement. Parce que tout gouvernement veut se mettre aussi des garde-fous pour essayer de dominer la situation. Et si personne ne manifeste des velléités de défense des droits de l'homme, ça peut conduire un gouvernement à des dérives. Et que je crois que nous devons tous être des sentinelles. Mais encore une fois, de mon analyse personnelle, je ne vois pas de violation des droits de l'homme flagrante depuis l'arrivée de ce régime. Gorgui, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver justement cette liberté d'expression au Sénégal, cette liberté de manifester, quel que soit le gouvernement qui est là? Bon, disons d'abord que, aussi parallèlement à ce que nous avons dit tantôt, qu'un État, c'est la continuité. Nous avons une administration sénégalaise bien formée. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le gouvernement actuel ne peut pas se situer en comptable de ce qui a été fait auparavant. C'est parce que l'État, c'est la continuité. Sinon, on ne parle plus de république. Deuxième niveau, nous avons un pays où, effectivement, la presse est libre. Vous vous rappelez, depuis les années 90, vous qui êtes un excellent journaliste bien formé, là où il faut, qu'il y ait une floraison des médias dans ce pays. Mais en même temps, quelque part, on a l'impression que beaucoup s'engouffrent sur cette brèche pour dire ce qu'ils veulent. Moi, je ne vois pas en Suisse, par exemple, un journaliste affirmer des choses sans pour autant en donner des preuves. Peut-être, disons que la situation juridique, sociale, peut-être des journalistes peuvent différer d'un pays à un autre, mais je pense quand même que l'éthique et la déontologie aujourd'hui nous obligent à affirmer des choses et de pouvoir donner les moyens de ce que nous affirmons. Deuxième chose, mais ceci aussi est valable pour le citoyen. Ce n'est pas parce qu'on est un homme politique qu'on peut sortir insulter le président de la République à moins de frais. Ça, on ne le fait pas dans les pays civilisés. Et je pense aussi ceux qui veulent parler de l'avancement des droits de l'homme, et nous, journalistes, nous devons aussi avoir une lecture géopolitique du monde, savoir ce qui se fait chez nous, ce qui se fait chez les gens que nous voulons singer, comment ils se comportent aussi. Comme ça, nous pouvons dire une vérité, en fait, quelque chose qui se rapprocherait beaucoup plus de la vérité aux citoyens sénégalais. Babacar Samb, comment faut-il faire pour gérer cette liberté octroyée par la Constitution aux Sénégalais en toute responsabilité? Voilà, moi je pense que c'est ça le fond de la question. Effectivement, je pense que d'abord, il faut vraiment ce que disait Ndoye tout à l'heure par rapport à la déontologie, par rapport à la morale même. Je pense que tous les acteurs, que ce soit les journalistes, les partis politiques, de l'opposition, doivent avoir un langage correct vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis de ceux qui incarnent l'institution. Que ce soit le président de la République ou les ministres. Ce ne sont pas n'importe qui. Et on a vu effectivement quelques responsables politiques, surtout parmi les jeunes, vraiment tenir un langage. S'ils étaient dans un autre pays, ils ne seraient pas restés une minute de plus sans être cueillis par la police. Donc ce qui veut dire qu'il y a une certaine tolérance. Et on a vu également que, en réalité, tous les acteurs de la vie politique aujourd'hui doivent combattre l'impunité, ce qui a caractérisé le régime de Wade. C'est-à-dire
parfois même il y a des flagrants délits. C'est pas la peine de donner des exemples, c'est dans l'esprit de tout le monde. Et qu'on a protégé les uns, ne pas protéger les autres. Alors, donc, je crois qu'il faut que la justice soit à équidistance entre les groupes de pression, que ce soit des gens de l'APR, de PDS ou de la société civile, et la sévérité doit être la même. Et que je crois qu'aussi l'exemple doit venir d'en haut d'abord, ce qui me montre que en réalité, le sens de responsabilité, doit être le dénominateur commun de tous les acteurs. Que ce soit les journalistes, eh bien, ceux qui défendent les droits de l'homme, eh bien, les acteurs politiques, les syndicats. Mais nous pensons que dans un pays, effectivement, ce qui fait avancer la liberté, les libertés de manière générale, mais c'est les revendications. C'est de demander leurs droits. Les citoyens ont des droits. On doit arriver maintenant à une gestion qui associe tous les acteurs, que ce soit dans les localités, que ce soit dans les régions, c'est-à-dire ce qu'on appelle une participation collective quel que soit le niveau. Je crois que c'est là qu'on peut exercer ses propres prérogatives et les droits des citoyens. Et imposer à ceux qui gouvernent de tenir compte de l'avis de la majorité. Tant qu'on n'est pas encore arrivé là, parce que nous n'avons pas une opinion publique très solide, comme en Europe, où on voit 2 intellectuels ou 3 qui lancent un mouvement et qu'il y a une adhésion de la population, et on peut amener un gouvernement à reculer, un ministre à reculer. Je crois qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là, pour montrer que le Sénégal a connu quand même une certaine maturité depuis les indépendances. N'importe quel gouvernement ne peut plus gouverner comme c'était avant. Gorgui Ndong, comment faut-il faire pour respecter la liberté des uns et des autres tout en restant républicain? Tout en restant républicain, c'est d'abord de connaître ses droits, comme le professeur l'a dit, de se battre pour ses droits, mais j'ai l'impression aussi que dans ce pays, notamment le Sénégal, la politique du masla a trop duré. Il nous faut sanctionner, c'est-à-dire 2 niveaux. Sanctionner positivement ceux qui travaillent correctement, sanctionner aussi négativement ceux qui violent les droits des êtres humains. Et pour cela, quand un enseignant fait un bon travail, on doit le dire. Quand un journaliste fait un bon travail, on doit le dire. Et quelqu'un d'autre. Et quand quelqu'un dit des bêtises, ayons le courage de dire que cette personne-là, ce qu'elle dit, ne nous engage pas, n'engage pas la morale, n'engage même pas la liberté. Et comme vous l'avez dit tantôt, moi, j'en reviens toujours à la responsabilité, à la liberté. Nous avons nos droits pour faire de sorte que ces droits soient ancrés. Nous devons aussi respecter l'autre, comme on dit. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et même dans notre morale, nous, en tant qu'un pays largement musulman et catholique, mais le haqq, c'est-à-dire le droit des autres. Et quand vous regardez les rapports humains, là je suis en face de mon ancien professeur, vous voyez, Alassane, vous m'excuserez de le dire en arabe, on dit 3 choses pour être un bon croyant. C'est al-ilaqa, bayna al-abdi wa rabbihi, al-ilaqa bayna al-abdi wa nafsihi wa al-ilaqa bayna al-abdi wa khayri. C'est-à-dire le rapport que l'humain entretient avec son Seigneur, le rapport que l'humain entretient avec lui-même et le rapport que l'humain entretient avec les autres. Mais j'ai l'impression souvent dans ce pays, on peut prier 5 fois dans la journée, mais on ne respecte pas son voisin. Et pour cela, disons-nous, que voulons-nous faire de notre Sénégal? Mais justement, ça nous permet d'embrayer dans le deuxième point de notre sujet. Ça concerne le rapport de la CEDEAO sur la radicalisation et la menace terroriste au Sénégal. La CEDEAO a fait un rapport, c'est le Conseil de paix et de la sécurité de la CEDEAO qui en a parlé. On dit qu'on retrouve des candidats à l'immigration des Sénégalais dans les rangs des djihadistes. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui, professeur Babacar Samb, est menacé par les djihadistes? Mais, je crois que le djihadisme menace tous les pays de la zone du Sahel. Et je crois que moi, j'ai vu personnellement ces candidats à l'immigration au Maroc
je les ai vus en Libye, et comment les gens vivent, je crois qu'on peut les récupérer très facilement. C'est-à-dire des gens qui vivent dans le Sahara, il y en a qui meurent entre donc Niger, Libye, Mali, Libye, il y en a qui remontent jusqu'au Maroc entre... bon, c'est des gens qui sont complètement diminués et on peut les recueillir facilement. Et on voit également... Mais comment recueillir des gens qui n'ont aucune perspective dans leur pays, qui sont obligés d'aller immigrer parce qu'ils n'ont pas de travail. Justement, c'est ces personnes-là qui sont très facilement récupérables. Parce que ce sont des personnes qui allaient chercher du travail, mais vous savez comment ça fonctionne. Et quand vous voyez, même dans les pays Afghanistan, comment dirais-je, Pakistan, même en Palestine, mais vous savez, si une personne accepte de s'engager pour le djihad, le djihadisme, ils ont une organisation qui permet à la personne, même s'il meurt, de verser le reliquat à leur famille. Hein? Si vous réussissez une opération, vous avez tant. Si vous ne réussissez pas, tant pis, mais vos ayants droit vont recevoir. C'est une sorte de mercenariat. Ah, ben je pense que vous avez dit le mot. Et que plus maintenant, bon, l'aspect d'endoctrinement. Hein, parce que vous savez très bien que dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui incitent au djihad. Mais bon, je ne vais pas les faire ici. La définition du véritable djihad du Coran et le djihad que les personnes proposent ici. Mais le djihad, ceux qui meurent dans le djihad pour défendre l'islam sont des martyrs, ils vont directement au paradis. Mais est-ce que justement ceux-là qui se combattent aujourd'hui, au Nord-Mali, c'est l'islam qui défend ou bien c'est des rentes financières? Parce qu'on parle un peu de cette situation où il y a de la drogue qui circule, il y a beaucoup d'argent, la prise d'otages qui rapporte beaucoup aux organisations. Mais oui, on peut citer beaucoup d'exemples comme ça, même le fils en Algérie, le GIA, qui même était auteur de viol, hein, je ne parle même pas de drogue et autres. Donc le djihad, c'est pourquoi je dis qu'il faut, entre le salafisme, le djihadisme, le fondamentalisme, peut-être qu'on n'a pas le temps de décortiquer ça, savoir qu'il y en a parmi ceux qui défendent l'islam, les fondements, qui ont de retour seulement à l'islam que pratiquaient les prophètes et les 4 premiers califes. Il y a des salafites qui sont vraiment très conservateurs, comme le wahhabisme par exemple, hein, mais aussi qui ont une action messianique au niveau du Sénégal, au niveau du Mali, Burkina Faso, des wahhabites, il y en a un peu partout. Il y a aussi, bon, maintenant, ACMI, ce qui est ce qu'on appelle le Moujao aujourd'hui, Ansaruddin. Mais ça, ce ne sont pas des salafites. Ça, c'est des djihadistes à un autre niveau. Et que nous savons bien qu'il y a des éléments sénégalais à l'intérieur de Moujao. Et ce qui s'est passé au Mali et ce qui s'est passé actuellement au Niger montre bien que quelque chose comme ça peut se passer au Sénégal. On a toujours au Sénégal, on dit oui, on ne peut pas parce qu'il y a les confréries, il y a les chefs religieux. Bon, rien ne peut se passer. Moi, je crois que j'ai dépassé maintenant cette analyse et je suis convaincu que ce qu'on appelle les cellules dormantes et des personnes, vous avez les accoutrements que vous voyez au Sénégal, il y a des signes qui ne trompent pas. Parfois aussi bien la façon de se voiler intégralement, la façon également de voir quelques jeunes, y compris même des étudiants à moi, qui ont un comportement véritablement qui invite à la réflexion. Je donne un exemple, si vous permettez. Un étudiant qui vient avec son accoutrement, avec sa canne, etc. Mais pourquoi vous mettez ça? Parce que le prophète le faisait. Mais le prophète le faisait à quel âge? Lui, il doit avoir 24-25 ans. Le prophète n'avait pas sa canne qu'après 60 ans, 58 à 62 ans, 63 ans, il est mort. Alors que vous voulez que vous allez imiter le prophète, il me dit, une fois qu'il est recruté maintenant dans l'enseignement, le premier jour qu'il se présente à l'école, tous les enfants ont fui, dit voilà le fou qui arrive. Et il est venu lui-même, me dit, Monsieur Samb, vous avez raison. Maintenant, j'ai enlevé la barbe, j'ai enlevé la calotte, et maintenant j'ai jeté mon bâton. Parce que quand je suis arrivé à l'école,
tous les enfants ont fui, disaient que c'est le fou qui était arrivé. Voilà, je dis qu'on peut imiter, on doit imiter le prophète dans ses bonnes actions, de ce qu'il a dit de bon pour l'humanité. Mais je crois qu'il faut comprendre bien le sens de la religion et où se limitent justement les traditions arabes, les traditions islamo-africaines et les traditions arabo-africaines. Tant qu'on n'a pas fait cette distinguo, nous ne pouvons pas avancer. Justement, Gorgui, est-ce que le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est pas que la façon dont on enseigne le Coran au Sénégal, avec une sorte de répétition où les gens ne comprennent pas les textes, ça peut pousser les gens à aller dans un sens sans pourtant comprendre réellement le message. Effectivement, disons que de manière générale, l'Afrique est maintenue dans une impasse d'instabilité, voire d'instabilité politique. Et tout cela fait que aussi c'est exacerbé par la précarité sociale. Nous vivons dans un continent malheureusement riche mais extraordinairement pauvre. Et disons-le, la majorité de ces jeunes retrouvent dans ces mouvements religieux ou dans ces mouvements extrémistes une certaine reconnaissance. Et en même temps, pour eux, comme la société n'a pas réussi à régler leurs problèmes, et plus globalement, la modernité, les promesses des droits de l'homme, les promesses d'un Occident qui aujourd'hui leur refuse l'accès dans leurs frontières. Donc finalement, l'islam devient une sorte de sagesse. On se recourt vers l'islam pour mieux faire son face-à-face avec l'Occident. Malheureusement, on le fait sans critique, sans discernement. Et comme le disait tout à l'heure Babacar Samb, c'est que quelque part, on enseigne à quelqu'un que vous êtes la meilleure des nations. Mais quand je regarde la Bible, quand je regarde aussi chez les Juifs, mais toutes les religions ont dit la même chose. Antum khayra umma, vous êtes la meilleure des nations choisies. Mais aujourd'hui, qui n'est pas la meilleure? Un. Deuxième niveau, au Sénégal, moi j'ai fait les Dara aussi, mais on vous apprend à réciter le Coran. Sans le comprendre. Sans le comprendre. Mais après, à un certain niveau, c'est vrai, vous apprenez la jurisprudence. On vous apprend aussi à lire et à déchiffrer. Mais beaucoup de gens n'attendent pas ce niveau-là. Donc, ils ne savent pas déchiffrer le Coran. Finalement, le Coran ne devient pas un texte intelligent, mais devient le stade suprême de leur incompétence ou le marabout. Au lieu de discuter aujourd'hui, moi, il y a quelques jours, je discutais avec quelqu'un et il me dit « Barki Serigne tel ». Là, tu ne peux plus discuter. Parce que quand tu dis autre chose, vous allez vous battre. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où aujourd'hui, la violence est réelle chez les gens. Je ne sais pas, il faudrait peut-être que vous, les journalistes et les sociologues de ce pays, qu'ils travaillent sur cette violence-là latente. Mais en même temps, avec toute cette lutte qu'on nous montre, les gens pensent qu'ils ont la force de pouvoir taper sur tout le monde. Et pour en revenir avec votre question, je pense que là aussi, les chefs religieux, surtout les jeunes des familles des chefs religieux, ont un devoir. Ils ont une responsabilité. Ce n'est pas d'amasser les gens chez eux, mais c'est de leur ouvrir les yeux. Mais parce justement, le rapport Gorguindo, il dit qu'on constate au Sénégal l'effritement de l'autorité des confréries, parce qu'il est traversé par des dissensions, des contestations de pouvoir en interne. Est-ce que ça, c'est des germes aussi qui Bien sûr, parce que dans beaucoup de familles religieuses, ce n'est plus le sacré qui domine, mais on est dans du mercantilisme. Les gens essaient d'avoir des relations pour avoir de l'argent, pour vivre correctement. Et en même temps, l'argent reçu, on redistribue. Finalement, les gens ne vont plus demander des prières. Ils demandent des sous. Et le marabout n'a pas de sous, il faut qu'il aille les chercher ailleurs. Donc c'est au marabout, surtout, il y en a ici des marabouts intègres. Je ne vais pas en citer, mais il y en a. Mais c'est à eux de lever le voile, de dire non, mais maintenant, arrêtons. Parce que si l'on continue comme ça, l'islam nous a aidés comme le christianisme à rester en paix.
Mais si les portes, on ne les garde pas comme il faut, malheureusement, on peut vivre les mêmes situations que d'autres pays. Hein. Babacar Samb, le Sénégal est considéré comme étant un pays où les confréries jouent un rôle prépondérant dans l'islam de paix, de modernité. Mais le rapport sort des inquiétudes en disant que de plus en plus l'autorité des confréries est en train de s'effriter et les conflits sont traversés par des luttes d'intérêts. Est-ce que ça peut être un lit pour le djihadisme? Oui, je pense que l'affaiblissement des confréries ouvre justement des brèches pour le djihadisme, disons pour l'islamisme. Parce qu'ici, nous avons des groupes qui sont plutôt proches, de mon analyse, des salafites que des djihadistes. C'est-à-dire que les gens que je vois qui ont des comportements aussi bien vestimentaires au niveau idéologique, c'est plutôt le salafisme, c'est-à-dire que le conservatisme en l'islam, conservateur, puriste, avec une lecture littéraliste du Coran. Mais vous savez, le problème aussi bien c'est les confréries que c'est certains arabisants. On ne peut pas comprendre véritablement l'islam si on pense que l'islam est statique, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avoir une autre lecture selon le temps et le contexte sociopolitique. Je pense qu'on a dit tout à l'heure ceux qui lisent le Coran sans savoir la signification et on continue à dire aux élèves jusqu'à l'âge de 15-20 ans qu'ils sont en train d'apprendre pour donc mémoriser tout simplement. Je crois que ce qui frappe beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, quand vous allez le vendredi à la mosquée, l'imam fait son khutba, comme on dit, en arabe. Voilà. Alors, 95% des gens qui sont là ne comprennent pas l'arabe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je crois qu'il y a quelques mosquées qui ont une vision un peu intelligente. C'est-à-dire que le discours de l'imam est traduit en wolof avant que l'imam arrive. Et que l'imam, quand il vient dans son sermon, il le lit seulement en arabe. Ça, c'est une bonne chose. Mais venir, et je vous dis encore, la plupart de ces discours datent entre 9 et 11 siècles. C'est-à-dire que des discours on les reprend mot à mot. Hein? Bon, il y a maintenant les mosquées qu'on appelle des mosquées comment dirais-je islamistes. Il y en a, les gens l'appellent mosquée Ibadur Rahman, même si c'est pas Ibadur Rahman, mais qui adaptent leur discours justement à la situation. Mais l'effritement des marabouts dont vous parlez, je crois que c'est lié à une chose, c'est-à-dire la pratique du clientélisme. On pensait que c'était terminé quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, qu'il n'était pas du tout mis à cheval par les marabouts, mais ce sont le peuple sénégalais. Mais lui, il a ramené ça au centre du pouvoir. Et qu'il y a le clientélisme politique qui existe depuis la période coloniale. Tous les chefs d'État qui sont passés n'ont pas réussi à prendre distance avec ce clientélisme politique. Les marabouts, on les reconnaît et on les respecte pour le rôle soufi de guidance religieuse qu'ils doivent jouer pour les Sénégalais. Deuxièmement, il y a aussi le problème des deux systèmes, c'est-à-dire le système d'éducation à l'occidental et le système d'éducation classique. Bon, le gouvernement a fait des efforts très importants qui peuvent éveiller les consciences, c'est-à-dire la création de ce qu'on appelle les écoles franco-arabes. Et le gouvernement vient aussi d'instituer un bac unique de toutes les écoles, parce qu'actuellement il y en a plus de 42 ou 45 bacs que j'ai dénombrés personnellement. Il va y avoir un bac unique qu'on appelle bac études arabo-islamiques. Mais aussi, c'est une bombe. Pourquoi? Parce que ceux-là, demain, quand ils ont leur bac, le bac de l'État sénégalais, ils doivent avoir droit à accéder à l'université. À quelle université, à quel établissement supérieur? Il n'y a que le département d'arabe qui existe pour les accueillir et il ne peut pas. Et on n'a rien préparé pour accueillir ces gens. Voilà ce qui va créer aussi d'autres types de frustrations. Et plus les frustrations que vivent déjà les arabisants qui pensent qu'ils ont exclu de l'administration. À part l'enseignement, on les prend nulle part, les intégrer dans les ministères ou dans l'administration générale. Et quand on aura des bacheliers
plus de 1800 candidats cette année, plus tous les arabisants qui viennent d'Arabie Saoudite, d'Égypte, du Maroc, etc. Donc, cette dualité des deux systèmes, je crois que le Sénégal a intérêt soit à faire comme le Tchad et Niger, avoir le système franco-arabe jusqu'à l'université, et ces gens-là sont considérés comme des gens formés, ils sont des intellectuels, parce que le problème, c'est pas de parler l'arabe. Moi, quand je parle, je dis, Oustaz Babacar Samb, Serigne Babacar Samb, Imam Babacar Samb. Mais vous, peut-être, vous m'envoyez Babacar Samb professeur ou Babacar Samb analyste politique, mais le commun des gens, c'est Babacar Samb, Oustaz ou Imam. Donc, il faut arriver à refaire cette image, et le gouvernement ne doit pas entrer dans la modernisation des daras, dans l'organisation, ça c'est du privé. Il peut les accompagner. Il a son système franco-arabe où tous ceux qui ne voulaient pas amener leurs enfants dans l'école française, ils ont maintenant la possibilité que les enfants apprennent l'arabe, l'islam et connaître encore le français. Je crois que ça aiderait beaucoup le gouvernement, ne pas en faire une politisation, mais de dire que voilà le système et je vais continuer. Bon, je crois que c'est bachelier. Si on a un institut d'études supérieures islamiques ici au Sénégal et on forme les imams, et pour pareil à ce que vous dites, parce que dans tous les pays musulmans du Maghreb, c'est pas n'importe qui devient imam. Hein. Il faut avoir une formation autorisée par le ministère de l'Intérieur, l'ouverture des mosquées. Mais ici, nous n'avons pas de contrôle ni sur les financements qui entrent, ni sur les complexes islamiques, ni sur les livres qui entrent au Sénégal. Nous n'avons pas non plus, en tout cas, au niveau du ministère de l'Intérieur qui est chargé des affaires religieuses, eh bien, une politique de sécurisation. Donc, et l'enseignement, je termine, excuse-moi, l'enseignement, c'est un principe. On ne confie pas des enfants entre 5 à 15 ans à des étrangers qui les enferment, qui les endoctrinent, soi-disant qu'on leur enseigne l'islam. Et il y en a ici au Sénégal qui ont donc des internats, les enfants ne sortent pas nulle part du matin au soir, et que donc on ne confie pas l'éducation à des étrangers. Gorgui, il a posé un problème fondamental. C'est aujourd'hui les ONG islamiques qui sont au Sénégal, ces instituts, il n'y a pas de contrôle. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'État n'exerce pas un véritable contrôle sur la marche de ces ONG, ça peut être un danger pour le Sénégal ou pas? Je pense qu'effectivement, oui. Nous avons quand même des garde-fous dans ce pays. Et c'est pourquoi nous ne devons pas affaiblir les confréries, mais il faudrait nécessairement qu'elles se réinterprètent, qu'elles changent leur manière d'être et qu'elles puissent accompagner les Sénégalais, parce que nous les connaissons déjà. Si un étranger vient au Sénégal avec son plan de développement, surtout avec de l'argent dans un pays où quand même le taux d'analphabétisme est énorme, on l'oublie souvent. Hein. De pauvreté aussi. Mais de pauvreté. On parle de beaucoup de cas sociaux, mais c'est facile de dériver ces gens-là vers autre chose. Nous avons une morale en Afrique. Nous avons des valeurs en Afrique. Bâtissons notre islam, bâtissons notre christianisme en les basant aussi sur ce que nous sommes en tant qu'êtres africains. Et moi, je n'ai pas à rougir ou à noircir de ce que je suis africain. Et sur ce plan-là, il nous faut réapprendre. C'est pourquoi l'idée de renaissance est importante. Et ça, nous devons nous battre pour cela. Mais si vous me permettez, Alassane, il faut revenir aussi sur l'interprétation du Coran. Ces éléments du siècle d'après le prophète, mais il y en a peu qui l'ont vu, qui ont vécu avec lui. Ils avaient vu juste à leur époque. Aujourd'hui, l'effort d'interprétation est nécessaire si nous voulons d'abord rester musulmans et si nous voulons aussi avoir un discours qui tienne face au reste du monde. Et je pense sur ce point-là, et l'Afrique et l'islam ont un discours à tenir. Il parlait tantôt de renaissance africaine, ça nous permet aussi d'embrasser le dernier sujet, c'est les 50 ans
de l'OUA à l'Union africaine aujourd'hui. Le 22 mai 1963 ou le 25 mai 1963 où ça a été mis en place aujourd'hui, l'anniversaire est en train d'être fêté. Beaucoup de questions se demandent à quoi sert l'Union africaine? Ah oui, je crois que c'est la question que se pose. Moi, personnellement, je suis très déçu. Pourquoi? C'est parce que je pense qu'à ce 50e anniversaire de l'Union africaine, on allait véritablement prendre des résolutions qui vont dans le sens de la responsabilisation des Africains, premièrement par rapport donc à prendre en charge leur propre développement, aller dans le sens de faire monnaie unique ou par région, c'est-à-dire les CDR qui existent, les CR qui existent déjà en Afrique. Mais je crois que ce que Abdoulaye Wade avait fait avec Kadhafi, avec d'autres qui s'étaient engagés sur l'Union africaine, le futur de l'État, donc des États-Unis d'Afrique, tout est tombé à l'eau. Et on parle de solidarité. Mais on parle de solidarité depuis 1963. L'intangibilité des frontières, on en parle depuis. Je ne dis pas qu'il faut aller vite et tout de suite donc faire l'Union africaine. Mais c'est surtout le co-développement, d'avoir des organisations comme ce qui est l'Union européenne aujourd'hui et qui est le CEA en Asie ou bien en Amérique latine. C'est-à-dire des organisations efficaces sur le plan de coopération régionale et sous-régionale, la complémentarité, il y a le discours, mais en réalité, quelles sont les mesures prises, à part peut-être le volet que M. le Président de la République, Macky Sall, préside le NEPAD, qui a quand même un projet très clair et que je crois qu'il y a des actions qui vont dans l'exécution de la vision de NEPAD que Abdoulaye Wade avait déjà pilotée. Mais est-ce qu'on peut parler des États-Unis d'Afrique au moment où pratiquement c'est l'Union européenne qui finance les rencontres de l'Union africaine? Oui. C'est la Chine qui offre le siège à Addis Abeba avec des milliards de francs CFA. Non, je veux dire que l'Afrique maintenant, vous avez le sommet Chine-Afrique, vous avez le sommet, vous avez même le sommet Turquie-Afrique, le sommet Corée-Afrique. Je veux dire que l'Afrique, c'est un petit village pour les autres. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je suis un peu déçu de voir que nous n'avons pas pris vraiment en main la coopération pour la complémentarité dans la région. Parce que l'Afrique a des potentialités, c'est reconnu, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Nous avons des cadres, nous avons des ressources, mais est-ce que nous avons une vision de développement pour les générations futures? Et comment mettre en commun ce qui est les potentialités de développement pour avoir véritablement des universités performantes dans l'éducation, dans la recherche, mais surtout s'orienter vers l'agriculture, le développement agricole. Gorguido, il y a un problème qui est posé aujourd'hui. François Hollande était à l'Union africaine aujourd'hui pour faire un discours, a demandé au chef de se retrouver au mois de décembre à Paris pour parler de la sécurité de l'Afrique. C'est aujourd'hui la France qui vient faire le policier en Afrique. Comment ça se passe? Le problème, Alassane, c'est que malheureusement, l'Afrique, au lieu d'être un acteur dans le jeu mondial, dans l'agenda mondial, demeure un enjeu pour la domination du monde. Et cette domination qui se joue aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Ce qui est grave, nous ne pouvons pas avoir un continent qui recèle du tiers des ressources minières mondiales. Un continent effectivement vieux, berceau de l'humanité, en même temps aussi avec une jeunesse nombreuse, mais une jeunesse avec une imagination créatrice qui est là. Mais comment faire aujourd'hui? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Bush, quand il était passé en Afrique, Chirac, tous ils nous parlent qu'est-ce que vous allez faire de votre jeunesse. Aujourd'hui, c'est Hollande qui dit ça. Parce que, et c'est normal, Hollande est un président d'un pays qui s'appelle la France. Ils savent que Dakar, c'est à 4 heures de vol, 5 heures de vol de Paris. S'il y a des convulsions, des problèmes en Afrique, mais il y aura un déversement de ces problèmes aussi en Occident. Eux, ils le savent très bien. Et ils essaient de protéger leur population. La question est de savoir, aujourd'hui, quel est le leadership politique africain que nous devons avoir
pour faire de sorte que les populations africaines aussi puissent vivre heureux. Et cette quête du bonheur absolu qui est réelle et que nous retrouvons au niveau de toutes les jeunesses du monde, que cette quête-là puisse se réaliser sur nos terres d'Afrique. Aujourd'hui, moi je suis ici, il fait 32 degrés. En Suisse, ils me disent ne reviens pas, tu sais, il pleut, etc. C'est moche, on n'a plus de printemps. Mais l'Afrique a son soleil. Qu'est-ce que nous avons fait de notre soleil? Qu'est-ce que nous avons fait de nos plages? Je veux me baigner à Rufisque, j'arrive pas. Toute la plage est sale. Mais ça, c'est pas, si nous ne le faisons pas, il y aura un Toubab qui va venir nous dire faites cela. Et il nous demandera de le faire, non pas pour nous, mais pour lui. Et ça, je me dis, c'est irresponsable, parce que dire que nous avons des intellectuels, oui. À quoi servent nos intellectuels? À quoi servent nos génies si nous en avons encore? Pour en revenir à l'Union africaine. Depuis Marcus Garvey, 24, depuis ces réunions de 45, nous créons, nous demandons les États-Unis d'Afrique. Je parle de ces gens, j'aurais pu parler de Cheikh Anta Diop, qui nous demande, nous, Africains, de constituer l'État fédéral. Sinon, nous allons continuer à vivre l'enfer sur cette terre d'Afrique. Pourquoi? Parce que chaque président veut rester président, avec ses gardes du corps, avoir des gyrophares. Le pouvoir, c'est Youssou N'Dour qui disait « Nit ku ñuul dafa bëgg nguuro ». Nous aimons trop le pouvoir, mais aimons le pouvoir pour le transformer à une sorte de magie, pour défendre et aider nos peuples à vivre dignement. Le président Macky Sall a parlé de la mise en place d'une armée africaine. Oui. Aujourd'hui, on constate qu'au Mali, c'est la France qui fait la police, qui aujourd'hui règle pratiquement le problème du Mali. L'Union africaine est incapable de réunir une armée pour défendre le continent. Mais c'est encore la même chose. Moi, sur la question du Mali, moi je suis contre toute intervention étrangère sur la terre d'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? On va laisser deux petits voyous qui disent qu'ils sont des musulmans destituer ce que nous avons de plus cher, nos bibliothèques, Tombouctou. On nous dit que vous n'avez pas d'écriture. Là où nous avons notre écriture, là où nous avons notre civilisation, des gens viennent, je ne sais pas, des drogués, des voyous de grands chemins qui coupent la main à des gens, qui violent des femmes, et on les laisse passer. Non. Je dis aujourd'hui, Macky Sall a parfaitement raison de dire il faut faire une force conjointe, mais ça c'était aussi une idée de Kadhafi. En 2009, il en a parlé. Il a été aussi question de faire une monnaie unique. Mais pour cela aurait été plus simple. Soit qu'on aille vers ces États-Unis d'Afrique-là, sous forme concentrée, si on ne veut pas y aller tout de suite, ou bien qu'on se dise, faisons-le, parce que nous n'avons pas d'autre choix que d'être unis. Sinon, on sera encore divisés. Babacar Samb, est-ce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les populations africaines elles-mêmes ne se semblent pas intéressées par ce que fait l'Union africaine? On a l'impression que c'est un syndicat de chefs d'État qui se réunit, qui décide, et que les populations ne sont pas impliquées dans cette idée d'Union africaine. Absolument. Les populations ne sentent pas tellement cela. Moi, je crois que je faisais partie d'une commission que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Gadio, avait créée ici avec les universitaires pour réfléchir sur le devenir de l'Afrique et comment impliquer justement les populations. Parce que on parle de l'OIA, on parle après de l'Union africaine, des États-Unis d'Afrique, mais ça s'arrête au niveau des chefs d'État. Et après cela, donc, on n'a pas de commission. Je crois que pour que cela fonctionne, c'est-à-dire le commissaire, comme le commissaire européen a des un pouvoir de décision très important. C'est-à-dire qu'il faut que les chefs d'État se réunissent, décident et qu'il y ait une commission qui exécute réellement. Et parce que nous aurons pu nous économiser ces interventions de Serval ou la MIMSA ou bien même la mission des Nations Unies qui se prépare encore donc au Mali, si on avait cette force de sécurité. Et donc le problème, le développement ne peut pas se faire sans paix et sécurité. Et que nous avons bien qu'aujourd'hui, l'Europe également est engagée dans la crise. Et où il y a même maintenant l'immigration des Européens vers l'Angola, paraît-il. Des Portugais et des Espagnols, et bientôt les Grecs peut-être vont venir au Sénégal. Et comment faire, nous, c'est qu'on doit aussi, à mon avis, populariser l'idée donc des États-Unis d'Afrique. On doit aller, même si c'est par étapes,
à la CEDEAO consente qu'il y a la circulation des biens et des personnes libres. Quand vous quittez le Sénégal pour entrer au Mali ou en Gambie, vous avez toutes les tracasseries. Maintenant aussi, nos gouvernements, tous les gouvernements africains, regardez comment ça fonctionne par rapport à l'Europe. Avant que le président de la République décide n'importe quelle décision importante, va demander un rapport à un universitaire, à un intellectuel pour éclairer l'opinion avant de décider. Ici, on décide, regarde la décision sur les DARA, la décision... Oui, c'est trop rapide. Y a pas de réflexion. Faut demander aux spécialistes de donner leur avis avant de prendre une décision qui engage la nation ou engage l'État. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec la marginalisation des intellectuels. De savoir qu'il y a des spécialistes en droit, en économie, en culture, n'importe quelle décision que le gouvernement doit prendre, de le mûrir et que vraiment d'avoir un agenda bien précis. Mais nos gouvernements africains, parce que telle personne appartient à telle mouvance politique ou autre, il est écarté. Il y a des fonctionnaires de l'État qui doivent être des fonctionnaires de l'État, ne sont pas pour la politique. Ici, même quand on a un bon fonctionnaire, alors s'il n'a pas son fief politique, il risque d'avoir des problèmes. Alors, donc pourquoi, quand on parle de l'Union africaine, il faut que cette union au niveau de la base, qu'on se sente comme une nation. C'est-à-dire c'est la nation sénégalaise avant le parti. Le président Macky disait la patrie avant le parti. Je crois que c'est cette idée qu'il faut creuser. De montrer qu'il y ait une rupture de vision partisane, parce que Alassane Samba Diop est trop critique à l'égard du gouvernement, il est opposant. C'est parce qu'il est journaliste, il fait son travail. Ou parce que tel ou tel opposant ou société civile a dit une chose qui ne plaît pas au gouvernement, on l'appelle à la DIC. Je crois que c'est là que doit se situer donc les ruptures. Et qu'au niveau, nous nous sentons comme une nation, dans le véritable sens de définition léninienne du terme nation. Et en ce moment-là, nous pouvons dire qu'il y a l'histoire du Mali, l'histoire de Tombouctou, donc de l'État du Mali, l'État de Sonrai, mais toute l'Afrique, jusqu'à l'État de Ghana, on était un seul État. Je crois que commencer par de Côte d'Ivoire, Burkina, jusqu'au Sénégal, en faire un État, pour moi, ce n'est pas impossible si on le décidait en 10 ans. Mais Gorgui, ça demande du courage. Est-ce que vous pensez que nos dirigeants sont capables de ce courage? Vous avez sorti le mot. Et justement, pour vous dire que c'est... Et ils le savent. Vous savez, au mois de juin 2011, au Bénin, à Cotonou, il y a eu une réflexion intéressante qu'ils ont menée. Et d'ailleurs, le thème, c'était l'audace. Vous avez parlé de courage. L'audace, unique défi pour une Afrique nouvelle. Ils ont sorti 50 résolutions intéressantes. La même chose, nous l'avons poursuivi ici, à Dakar, avec le FESMAN, mais le côté intellectuel que dirigeait le professeur Ibeter Thiam et autres. Malheureusement, ça n'a pas été très bien couvert par les médias. On a beaucoup plus parlé de musique et autres choses. Mais voilà des idées intéressantes sur lesquelles aujourd'hui nous devons pouvoir nous éclairer et bâtir l'Afrique. Une idée reste une idée tant qu'elle n'a pas été mais appliquée. Le problème, c'est ça aussi, le malheur chez nous. Et le professeur Babacar Samb l'a dit, c'est qu'il nous faut arriver à pouvoir tirer des choses intéressantes de nos intellectuels, au lieu de les catégoriser. Et si on demande un travail intellectuel normal à un intellectuel sénégalais, ils sont forts dans ce pays. Tout ce que tu peux apprendre, les gens, ils le savent. Mais maintenant, on parle trop dans ce pays. C'est l'application qui pose problème, l'action. On aime parler. Et il y a une réforme qui doit être faite sur l'université. Au lieu de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avancer, on va trouver toujours des problèmes. Mais avançons, faisons déjà quelque chose et analysons ce que nous avons fait. Et disons-nous, dans 5 ans, dans 10 ans, on se retrouve pour pouvoir faire le bilan. Mais si on n'avance pas, on ne fait pas de bilan et on se répète malheureusement.
Merci à Gorgui Ndoye, journaliste indépendant sénégalais installé à Genève, d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à Babacar Samb, professeur au département d'arabe, d'avoir été avec nous. Merci à Aliou Ndiassé à la technique. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis pour cette émission. Ma famille remercie aussi tous les Sénégalais qui ont compatis avec nous lors de cette notre père. Merci infiniment à tous. Bon dimanche.